Un homme solitaire des montagnes a trouvé une femme blonde pendue au toit, avec Amant Apache gravé au fer rouge sur la porte. Wyoming, au perché dans les montagnes escarpées de l'Ouest, fin de matinée d'été 1878. Robert Boone, ancien soldat de la guerre de sécession, vivait dans un exil solitaire, fuyant le monde qu'il avait autrefois servi. Sa femme et son enfant avaient péri dans des tirs croisés il y a longtemps, et il portait leurs souvenirs non comme une blessure, mais comme un fantôme qui modelait chaque souffle tranquille qu'il prenait. Il avait cherché refuge dans cette ancienne station militaire transformée en cabane, cachée parmi les pins et le granit, pour échapper à la fois aux gens et aux regrets. Par une aube froide, Robert se réveilla en voyant une silhouette étrange contre la ligne de toit de la cabane, rigide dans la pâle lumière matinale. Il sortit, les aiguilles de pin crissant sous ses bottes raidies, et la vit, une femme blonde pendue, immobile, à la poutre faîtière du toit, les pieds ballants, les cheveux effleurant les lettres brûlées gravées dans la porte en dessous. Amant Apache. L'estomac noué, il s'approcha, le cœur battant, le ciel encore à moitié sombre derrière lui. L'odeur du bois brûlé lui piqua le nez, crue et accusatrice. Il glissa la main dans son manteau pour attraper son pistolet, pour réaliser seulement que, instinctivement, il n'avait pas la volonté de tirer. Tuer n'était plus ce qu'il craignait le moins. Pas ici, pas maintenant. En se penchant, il vit sa poitrine se soulever et s'abaisser, lentement et de manière irrégulière, pas morte, mais mourante. Sa peau était pâle, ses joues tachées de terre et de sang séché, ses yeux fermés serrés. Sa respiration était superficielle, mais indéniablement vivante. Robert cligna des yeux, l'incrédulité le parcourant. Il se positionna sous ses bras et la souleva, sentant son poids s'appuyer sur sa force, fragile comme un oiseau. Il la jeta sur son épaule avec une intention prudente, ignorant la douleur dans des muscles peu habitués à la tendresse. Alors qu'il descendait la pente derrière la cabane, le monde sembla basculer. La forêt retint son souffle, mais soudain le silence fut déchiré par le crépitement aigu des coups de feu, résonnant en rafales qui secouèrent les pins. Lointain, urgent, menaçant. Quelqu'un savait qu'elle n'était pas morte. Quelqu'un l'avait vue, l'avait peut-être chassée. Robert resserra sa prise sur la femme inconsciente, dont le pouls battait contre son dos. Il ne faiblit pas. Il courut, ses bottes dérapant sur les pierres meubles, les branches griffant son manteau, vers l'appentis qu'il avait construit près d'un ruisseau caché. La sécurité était à quelques minutes lente, mais pendant ce temps, chaque pas semblait être un salut ou une soif de sang à sa poursuite. Lorsqu'il atteignit le bord de la clairière, avec les pins déchiquetés derrière lui et son abri rudimentaire devant, il osa espérer que personne d'autre n'avait suivi. Il se détendit, doucement, la déposant sur un lit de fourrure et de couverture qu'il gardait pour les urgences. Ses cheveux, emmêlés et dorés, se répandirent sur les fourrures comme la lumière du soleil prise dans un tissu. Il s'agenouilla et lui souleva le menton. Ses cils papillonnèrent. Elle respira plus profondément, une seule inspiration haletante et saccadée. Il expira sans remarquer qu'il avait retenu son souffle. Dans l'air immobile, le seul bruit était son inspiration rauque et l'écho lointain de la peur au-delà des arbres. Il s'agenouilla dans la lumière du matin, écoutant sa respiration, comme s'il s'agissait d'un secret que lui seul était autorisé à entendre. Il ne pouvait pas encore penser à la suite, ni à qui avait fait cela, ni pourquoi. Il savait seulement qu'elle était vivante, et qu'il ne la laisserait pas mourir ici. Ni par le bois, ni par les flammes, ni par la vengeance. Dehors, la forêt semblait palpiter d'une vie nouvelle, les pins chuchotant au-dessus, les coups de feu lointains silencieux pour l'instant, et Robert écoutait, le cœur battant, attendant que ses yeux s'ouvrent. Elle brûla de fièvre tout le premier jour et le suivant. Robert fit ce qu'il put, nettoya ses blessures, lui baigna la tête avec de l'eau fraîche puisée à la source derrière la cabane, enveloppa ses membres de lin arrachés à de vieilles chemises. Elle ne bougea qu'une seule fois, murmurant un nom comme une corde brisée se répétant dans le vent, Toa. Cela hantait le silence. Cette nuit-là, alors que le feu crépitait doucement, elle se réveilla en panique. Ses bras battirent l'air. Son souffle devint aigu. Elle hurla et porta les mains à son cou, griffant quelque chose d'invisible. « Va-t'en. Lâche-moi. Je mourrai plutôt que de me laisser ramener. » Robert réagit vite, lui attrapa les poignets, pas durement, mais fermement. Elle se débattit avec force, les dents serrées, donnant des coups de pied sauvages. « Tu es en sécurité, dit-il calmement. Tu n'es plus là-bas. » Elle ne le crut pas. Ses yeux balayèrent la pièce, emplis de terreur.
Puis elle se jeta vers la cheminée, attrapant la lame qu'il utilisait pour fendre le petit bois. Il la saisit par la taille et la tira fort contre lui. Non, dit-il, d'une voix basse. Pas comme ça. Pas alors que tu es arrivé jusqu'ici. Son corps tremblait, sa respiration était saccadée. Pendant un instant, elle s'affaissa dans ses bras comme quelqu'un qui a couru trop loin et réalise qu'il reste encore du chemin à faire. Il relâcha son étreinte. Elle se tourna lentement, la voix cassée et méfiante. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Robert, dit-il. »« Boone. »« C'est chez moi. »« Ou ce qu'il en reste. »« C'est toi qui m'as trouvé. » Il acquiesça. Elle baissa les yeux. Elle s'assit sur le sol, les jambes repliées sous elle, les bras croisés sur sa poitrine comme un enfant qui se tient. Puis, après un long silence, elle murmura « Je m'appelle Annabeth. » Annabeth Collet. Robert se figea. Collet. Le nom fit l'effet d'une balle de mousquet en pleine poitrine. Il ne l'avait pas entendu depuis des années, mais autrefois il avait été écrit sur les ordres qui envoyaient des mercenaires dans les terres Apaches, des ordres signés par Nathaniel Collet, baron des plantations, seigneur du bétail et purificateur de frontières autoproclamé. Lui, continua Annabeth, ignorant le changement de regard de Robert. C'est mon père, dit-elle platement. Où c'était ? Robert ne dit rien. Je me suis enfui il y a des années, après qu'il m'ait frappé pour la dernière fois. Sa voix se serra. Je ne me suis pas contenté de fuir. J'ai suivi quelqu'un. Il m'a sauvé alors que je saignais dans le ruisseau derrière nos terres. Il a dit que je n'étais pas l'ennemi. Il a dit que personne ne n'est ennemi. Tu l'aimais, dit doucement Robert. Elle acquiesça. Nous vivions dans les canyons, loin de tout. J'ai appris sa langue, je portais les perles de sa mère, je dormais sous les étoiles. Une larme coula sur sa joue. Ils sont venus pour nous l'hiver dernier. Des blancs, certains que je reconnaissais, d'autres payés par mon père. Ils nous ont tendu une embuscade. Elle secoua la tête comme si nier le souvenir pouvait le tuer. Toa est mort en me protégeant. Je l'ai vu tomber. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pu. Ils t'ont emmené, dit Robert. Elle retroussa sa manche. Les bleus avaient disparu, mais les brûlures, non. Ils m'ont traité de sorcière, d'amante apache. Ils ont dit que je déshonorais mon sang. Ils m'ont ligoté, traîné de ville en ville, puis ils m'ont laissé pendu. Sa voix se brisa. Pour que plus jamais une fille n'ose aimer quelqu'un comme lui. Robert la regarda, la mâchoire serrée. Le feu siffla. Ses mains s'étaient serrées en poing avant même qu'il ne s'en rende compte. Son histoire éveillait quelque chose de vieux et d'amer. Des souvenirs de feux de camp allumés trop près de la fumée et du sang, d'enfants hurlant dans des langues que personne ne prenait la peine de comprendre. Annabeth se tut, ses yeux se fermant à moitié sous l'effet de l'épuisement et de l'humiliation. « Tu peux me détester, murmura-t-elle. Tous les autres le font. » Robert s'assit à côté d'elle sur le sol, fixant la flamme. Sa voix n'était qu'un souffle. « Je ne te déteste pas. » Elle se tourna lentement vers lui. « Tu penses que j'ai trahi les miens, dit-elle. »« Non, dit-il. Je pense que ceux qui disent ça n'ont jamais su à quoi ressemble l'amour. » Elle cligna des yeux. Sa lèvre trembla. « J'aurais dû mourir avec lui. » Robert attrapa le tisonnier, remua les braises et murmura sans la regarder, « Tu ne l'as pas fait, et ce n'est pas une trahison. C'est la survie. Seuls les lâches craignent une âme assez courageuse pour aimer par-delà une frontière. » Annabeth baissa le visage dans ses mains, et pour la première fois depuis que son monde avait brûlé, elle pleura sans honte. Cette nuit-là, le feu brûla bas, projetant de longues ombres tremblantes contre les murs de bois. Robert s'assit dehors, près de la cabane, sous le clair de lune, une tasse de café noir intacte dans les mains. Ses yeux regardaient fixement les bois, mais il ne voyait ni les arbres ni les étoiles. Il voyait le feu. Il y a 15 ans, les flammes avaient dansé plus haut que les toits du village. Les hurlements avaient été plus forts que les coups de feu. Robert s'était tenu en lisière d'un village apache en flammes, un village que son unité avait reçu l'ordre de ne pas attaquer, mais cela n'avait pas eu d'importance. Pas pour les hommes armés de torchets, pas pour ceux ivres de haine et de l'ivresse du sang. Le village était un allié, surtout des femmes et des enfants paisibles, mais ils étaient trop près du ranch Collet, et les rumeurs de mélange suffisaient pour amener les incendies. Il y était retourné une fois la poussière retombée, cherchant des survivants.
Au lieu de cela, il avait trouvé sa femme affaissée au bord de la rivière, touchée par une balle perdue, sa fille inerte à côté d'elle, prise dans la frénésie. Elle rendait visite à une amie sage-femme. Mauvais endroit, mauvais jour, mauvaise couleur de peau peut-être. Personne n'avait jamais répondu. L'homme qui avait mené cette purge, qui avait signé la carte et nommé les cibles, s'appelait Clayton Raditch. Le même fanatique qui avait un jour déclaré que les métis et les sympathisants devaient être purgés. Le même homme dont la haine n'avait besoin d'aucune justification, juste d'une allumette et d'une raison. Robert avait enterré sa famille de ses propres mains. Puis il avait disparu dans les montagnes, jurant de ne plus jamais toucher une arme, de ne plus jamais prendre parti, de ne plus jamais faire partie d'une guerre. Jusqu'à maintenant. À l'intérieur de la cabane, Annabeth dormait d'un sommeil agité. Elle s'était recroquevillée dans le coin le plus éloigné, enveloppée dans de la laine et du silence. La fièvre était tombée, mais pas les cauchemars. Ce matin-là, elle avait trouvé son vieux fusil sous les planches du plancher. Elle le lui avait apporté, confuse et les yeux froids. « C'est à toi. » Il acquiesça. La détente a disparu. Il l'avait retiré le jour où il avait enterré sa fille. Il avait laissé le métal enterré près d'elle, un vœu qu'aucune balle ne pourrait réécrire. « Je ne tire plus, dit-il. » Elle le fixa, « Même s'ils reviennent pour moi. » Il ne dit rien. Elle ne discuta pas, lui rendit simplement le fusil inutile et s'éloigna, les épaules lourdes de toutes les batailles qu'elle n'était pas prête à mener. Cet après-midi-là, Robert commença à reconstruire le vieil abri plus profondément dans les bois. Une hutte de chasseur à moitié en ruine qu'il avait abandonnée depuis longtemps. Il répara le toit, dégagea la végétation envahissante et remplaça la porte brisée. Il installa de nouvelles couvertures, reconstruisit le foyer de ses mains nues. Pas parce qu'elle le demandait, mais parce que cela lui donnait de l'espace, parce que cela lui rendait sa dignité. Quand elle le découvrit le lendemain matin, elle se tint silencieusement dans l'embrasure de la porte, fixant le petit carré de légumes qu'il avait commencé. Des rangées de pousses de pommes de terre, des brins de thym, des oignons sauvages. La guérison ne viendrait pas vite, mais elle viendrait. Annabeth se tourna vers lui, les yeux grands et humides. « Tu as construit ça pour moi. » Il acquiesça une fois. « Je n'ai jamais demandé. » « Tu n'avais pas besoin de le faire. » Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis elle entra dans la hutte, s'assit au bord de la couche et fixa la terre à l'extérieur comme si elle contenait les os de son passé. Il la regarda, les épaules tremblantes, puis, silencieusement et lentement, elle se mit à pleurer. Pas les sanglots sauvages du chagrin, mais le relâchement douloureux et silencieux de quelqu'un qui ne s'était pas autorisé à pleurer depuis que la mort avait frappé pour la première fois. Robert ne parla pas. Il ne s'approcha pas. Il la laissa être. Comme s'il ne s'agissait pas d'être sauvés, mais de survivre ensemble, tout en étant seuls quand il le fallait. La forêt murmura autour d'eux. Et pour la première fois depuis des années, l'homme qui pensait n'avoir plus rien à donner offrit quelque chose de plus durable que des balles. Il lui offrit un abri. Il lui offrit la paix. Et en retour, elle lui offrit les premières larmes de la confiance. Le vent portait plus que des aiguilles de pin ce matin-là. Il portait des voix. Graves, lointaines, en colère. Les rumeurs se répandaient vite dans des villes comme Dustwater. Mais les mensonges voyageaient plus vite, et à midi ce jour-là, ils atteignirent les oreilles d'hommes qui avaient toujours cherché une excuse pour nettoyer la terre avec du sang. Des amantes apaches respirent encore. Clayton Raditch était assis dans un saloon enfumé 2 villes plus au sud, les bottes sur la table et une bouteille à la main, quand le chuchotement lui parvint. Un cavalier venant des contreforts avait vu quelque chose. Un éclat de cheveux blonds près de la vieille station, un étranger se déplaçant dans les bois. Raditch se leva lentement, sa main tressaillit près de sa ceinture où pendait le vieux revolver. « T'es sûr ?» demanda-t-il. Le cavalier acquiesça. « Un homme des montagnes la cache. Un de tes anciens gars a dit avoir vu les traces. Des traces de femme. Petite, récente. » Le sourire de Raditch était plein de vieille haine. « C'est un fantôme. On aurait dû la brûler la première fois. Finissons en proprement. » À la tombée de la nuit, il avait 6 cavaliers scellés. Pas d'insigne. Juste des hommes qui haïssaient le silence et le mélange des sangs. Pendant ce temps, dans les collines, on frappa à la porte de Robert. Il ouvrit, la main derrière le chambranle. Un trappeur local se tenait nerveusement sur le pas,
son chapeau à la main. « Je ne veux pas d'ennui, Boone, dit-il. Mais tu devrais savoir. Il y a une prime, discrète, payée en espèces et en bétail. Une tête d'amante apache, ça rapporte vraiment. » Robert ne dit rien. Le trappeur baissa les yeux, honteux. « Je t'ai vu une fois avec elle près du ruisseau. J'ai pensé que tu devais savoir ce qui arrive. » Il partit aussi vite qu'il était venu. À l'intérieur de la cabane, Annabeth avait entendu chaque mot. Elle fit son sac avant que Robert puisse parler. Ses mains tremblaient, mais sa voix, non. « Je dois partir. Ils te tueront s'ils me trouvent ici. Ils te tueront si tu pars. » Elle le regarda, les yeux durs. « Tu m'as sauvé une fois. Je ne te demande pas de le faire 2 fois. » Robert prit une inspiration. S'avança. « J'ai perdu une femme et un enfant parce que j'ai suivi des ordres. Je suis resté immobile alors que j'aurais dû parler. J'ai regardé le feu tout emporter et j'ai appelé ça le destin. Je ne referai pas ça. » Elle ouvrit la bouche, mais il n'avait pas fini. « Tu n'es pas un bagage. Tu n'es pas un fardeau. Tu es un être humain. Et j'en ai fini de faire semblant que le monde décide lesquels valent la peine d'être protégés. » Ses épaules s'affaissèrent, mais pas son regard. « Ils viendront. Je sais, dit-il. » Cette nuit-là, Robert partit seul dans les bois. Il se déplaçait comme une ombre, silencieux, calculé, invisible. Il n'avait pas touché une arme depuis des années, mais cela ne signifiait pas qu'il avait oublié comment survivre. Il posa des pièges, non pas pour tuer, mais pour ralentir. Des fils d'alarme faits de vieilles boîtes de conserve et de verres brisés. Des branches déclencheuses le long de la crête, un périmètre silencieux d'avertissement, pas de violence. Quand il revint, le ciel commençait à se meurtrir de l'aube. Annabeth attendait près du feu, ses doigts enroulés autour d'une tasse de thé refroidi. « Tu aurais pu fuir, dit-elle doucement. »« J'aurais pu, répondit-il. »« Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Il la regarda longuement. « Parce que j'ai vu des hommes se battre pour posséder, pour s'approprier, pour enchaîner. Ce n'est pas pour ça que je suis là. » « Alors pourquoi ?» Il posa doucement une main sur la table entre eux, pas pour la toucher, juste à côté. « Je veux juste que tu vives. » Elle ne parla pas. Sa gorge se serra trop vite pour les mots. Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant, pas même Toa. Les gens l'avaient voulu silencieuse, loyale, utile, belle. Personne n'avait simplement voulu qu'elle respire. Et à cet instant, pour la première fois de sa vie, Annabeth Collet ne se sentit pas comme quelqu'un qui fuit. Elle se sentit vue. Derrière eux, les bois restaient immobiles, mais au-delà des crêtes, des bruits de sabots avaient commencé, silencieux, mais grandissants. La guerre n'était pas finie, mais eux non plus. Le vent tourna après le coucher du soleil. Robert le sentit en premier, pas dans les arbres, mais dans ses tripes. Une tension, le calme avant quelque chose de tranchant. Il se leva du lit de camp et vérifia les pièges. 3 étaient déclenchés. Aucun bruit, aucun avertissement, mais quelqu'un était passé. Soigneusement, délibérément. Il retourna à la cabane et ouvrit la porte sans un mot. Annabeth leva les yeux du feu, les yeux écarquillés. « Ils sont là ?» demanda-t-elle. Robert acquiesça une fois. « Reste à l'intérieur » dit-il en enfilant son vieux manteau. Pas de lumière, pas de bruit. Elle se leva. « Je peux aider. J'ai besoin que tu sois vivante plus que j'ai besoin d'aide. » Puis il disparut. Fondu dans les bois comme une ombre glissant entre les branches. 3 hommes se déplaçaient dans la forêt avec des couteaux de chasse et une corde. L'un avait une cicatrice sur la joue, un autre boitait. Le 3e portait une bouteille de kérosène dans une main et un nœud coulant dans l'autre. Robert prit les hauteurs, accroupi parmi les racines de pin, observant. Les hommes chuchotaient en rampant vers l'abri reconstruit, riant à voix basse. « Je parie qu'elle est jolie quand elle supplie. Encore mieux si elle est à moitié morte. Plus facile à pendre. » Robert se déplaça rapidement. Il atterrit derrière le dernier et frappa fort. Coup de coude à la gorge, pression sur le poignet, juste assez pour l'assommer. Le 2e se retourna, attrapa un coup de poing en pleine mâchoire avant de pouvoir lever son arme. Mais le 3e vit le mouvement et cria, dégainant un revolver. Des coups de feu crépitèrent à travers les arbres. De retour à la cabane,
Annabeth les entendit. Elle se figea, puis attrapa la lanterne à huile, le silex, et une idée désespérée. Dehors, Robert se battait comme un homme qui détestait la violence, mais la comprenait trop bien. Il esquiva, roula, frappa, mais ils étaient plus rapides maintenant. 2 contre 1, les lames étincelaient. Puis vint la lumière. Pas de la lune, des arbres. Les flammes rugirent à travers les broussailles sèches en une soudaine explosion d'or. Le feu qu'Annabeth avait allumé sauta de buisson en branche, dévorant tout sur son passage. La chaleur déferla sur la forêt comme le souffle de l'enfer lui-même. Les assaillants se retournèrent, criant, aveuglés par la fumée. Robert utilisa l'instant, frappant vite, brisant la jambe de l'un, traînant l'autre dans la poussière avant de fuir. Il courut vers la lueur, vers le danger, parce que c'était là qu'elle était. Annabeth se tenait près de la base d'une crête, sa robe brûlée sur les bords, ses cheveux trempés de sueur, tenant un bâton enflammé comme une épée. Elle toussa une fois, les yeux cherchants. Quand Robert l'atteignit, il ne parla pas, lui attrapa juste le bras et la tira vers le sentier du ravin. Ils coururent ensemble, à moitié étouffés, à moitié brûlés, jusqu'à atteindre l'entrée d'une vieille grotte nichée au fond de la paroi du canyon, un endroit que Robert utilisait autrefois pendant les patrouilles d'hiver. À l'intérieur, l'air était frais, sûr, mais à peine. Robert s'effondra le premier, puis la tira à côté de lui. Ils restèrent là dans le noir, respirant fort, la peau marquée de suie et de cendre. Elle grimaça quand il écarta doucement les cheveux de son visage. Une longue mèche avait brûlé aux extrémités, racornie en une boucle cassante. « Tu as mis le feu à la forêt, dit-il, avec presque un sourire dans la voix. Juste un peu brocaté-elle. Tu aurais pu mourir. Elle croisa son regard. Je sais. Il s'arrêta, ses doigts toujours emmêlés dans les restes de ses cheveux. Serais-tu morte pour moi? Annabeth déglutit, la question brisant quelque chose. Non, murmura-t-elle. Je veux vivre pour toi. La grotte devint silencieuse à part leur souffle et le crépitement lointain du pain qui brûlait. Mais à l'intérieur d'eux, quelque chose de plus profond avait pris feu, et de celui-ci, ils ne fuiraient pas. La ville de Dustwater était le genre d'endroit où les ombres se déplaçaient plus vite que les commérages. Robert n'avait pas parcouru ces rues depuis des années, depuis la guerre, depuis la fumée et les cris. Mais maintenant, il se tenait au fond d'un comptoir commercial bondé, le visage sous un chapeau à large bord, écoutant. Clayton Raditch arrive, d'ici la fin de la semaine, dit un homme par-dessus un tonneau de sucré de haricots secs. Il a affaire avec le maire, ou peut-être quelque chose de plus personnel. Personnel, comme la chasse aux primes, marmonna un autre. Robert se raidit. Il tourna les talons et sortit, la cloche au-dessus de la porte tintant derrière lui. En bas de la colline, à la lisière de la ville, Annabeth attendait dans une charrette qu'ils avaient empruntée à un fermier. Sa capuche était baissée, mais ses yeux scrutaient chaque cavalier, chaque éclat d'argent sur une ceinture. Quand Robert s'approcha, elle parla sans le regarder. « Tu as entendu son nom? » « Oui. C'est lui. » Elle plongea la main dans son sac et en sortit le morceau de cuir tanné brûlé, à moitié calciné, noirci au coin. Il avait été cloué sur la porte du vieux poste de signalisation quand Robert l'avait trouvé pendu. Il portait un seul mot, gravé au fer rouge, Amant Apache. Robert avait toujours pensé que les marques de brûlure étaient des symboles de haine aléatoires, pas une écriture. Mais maintenant, sous la lumière du soleil, Annabeth passa ses doigts le long des bords. L'angle du A, la façon dont le P descend en dessous de la ligne. Ça a été marqué à la main, pas avec un tampon. Et tu le reconnais? Annabeth acquiesça. Raditch écrivait souvent des lettres à mon père. Des menaces, des avertissements, des offres. Ils partageaient une haine commune. La seule différence, c'est que mon père utilisait l'or. Raditch utilisait le feu. Des lettres à ton père et une à toi. Sa voix se cassa. Robert resta silencieux. Il a menacé de pendre Toa aux portes de la ville, l'a traité de voleur à la peau de boue. Il écrivait tout cela dans une cursive tordue, exactement comme ça. Elle montra de nouveau le cuir. Ses mains ne tremblaient plus. Robert le prit et fixa le mot brûlé. Il ne nous chasse pas seulement, dit-il. Il chasse la mémoire. Il veut que tous ceux qui ont aimé un Apache souffrent, murmura Annabeth. Il veut que le monde oublie que des gens comme Toa ont existé. Alors nous devons le leur rappeler. Robert n'avait pas d'insigne,
pas d'armée, pas d'alliés. Mais il avait une vérité et un feu intérieur qui n'avaient pas brûlé depuis 15 ans. Ils établirent leur camp près des contreforts de Dustwater. Robert échafauda un plan construit non pas sur des balles, mais sur des preuves. Cette nuit-là, ils visitèrent les registres de l'église en ville, la vieille salle paroissiale derrière la chapelle où étaient stockées les donations et les lettres. Annabeth se souvint d'une lettre que son père avait brûlée après l'avoir lue, une lettre de Raditch mettant en garde contre le déshonneur de sa fille. Elle était toujours là, la copie à moitié calcinée. L'église avait exigé des documents quand son père avait fait don de terre pour une exonération fiscale. Cette lettre contenait la menace, l'insulte et l'écriture manuscrite indubitable. Robert la prit et la rangea soigneusement. Ensuite, ils se rendirent à la vieille cabane du Marshal. Le nouveau adjoint était jeune, mais il écouta. Robert déposa le morceau de cuir marqué au fer, la lettre de Raditch, et lui raconta tout, sans trembler, sans demander de confiance. « Nous ne sommes pas là pour pendre qui que ce soit, dit Robert. Nous sommes là pour vous montrer la corde. » L'adjoint regarda tour à tour les deux, puis acquiesça. Raditch arrive vendredi. Il rassemble des hommes. Mais si c'est vrai, les gens devraient savoir qui ils laissent entrer chez eux. Annabeth s'avança. Je n'ai pas besoin qu'ils m'aiment. J'ai juste besoin qu'ils me voient comme une personne, pas comme une leçon. Robert la regarda, une lueur de fierté dans la poitrine. Ils n'étaient plus des fugitifs. Ils étaient des témoins. Le combat n'était pas fini, mais le silence, si. Dustwater n'avait pas vu une telle foule depuis des années. Les habitants s'étaient rassemblés près des marches du palais de justice, non pas parce qu'on le leur avait ordonné, mais parce qu'ils étaient curieux. Des rumeurs avaient couru toute la semaine, un homme des montagnes, une femme traîtresse, et un fantôme de guerre revenant remuer de vieilles cendres. Robert Boone se tenait sous le soleil de midi, la sueur perlant sur son front, mais sa voix ne faiblit pas. Devant lui siégeait le maire Hall, le modérateur réticent de la ville, et à côté du maire, un petit groupe d'anciens et d'adjoints qui faisaient semblant de ne pas serrer trop fort les accoudoirs de leurs chaises. « J'ai ici, commença Robert en brandissant une liasse, une lettre écrite par Clayton Raditch à William Collet, accusant sa propre fille de déshonneur, appelant à la mort de l'homme qu'elle aimait. » Un murmure parcourut la foule. Robert posa la lettre sur la table, puis montra un morceau de cuir brûlé. Et ceci, cloué sur une cabane où cette même fille a été laissée pour morte. Marqué au fer, à la main. La même écriture, la même insulte. Il parcourut l'assistance du regard. Beaucoup évitèrent son regard. Quelques-uns, non. Vint ensuite la photographie. Robert la sortit de la poche de son manteau. Une image granuleuse datant de la guerre. Noir et blanc, taché par le temps. Elle montrait une rangée de soldats devant un village apache en flammes. Un homme se tenait devant, grand, barbu, avec un revolver distinctif à long canon pendu à son côté. Cette arme, dit Robert en se tournant vers le panel, est unique. Une détente personnalisée, un chien à double action. Seulement 6 ont jamais été fabriqués pour les capitaines de campagne de la milice du Wyoming. L'une d'elles appartenait à Clayton Raditch. Clayton se tenait sur le côté, les bras croisés. Il n'avait pas encore parlé. Maintenant, il le fit. C'est un cirque, aboya Teil. Ce sont des histoires de guerre. Des accusations d'un reclus et d'une femme qui a trahi son propre sang. Quelqu'un dans la foule marmonna son approbation. La voix de Raditch s'éleva. Nous parlons de gens qui ont frayé avec des meurtriers, qui ont accueilli des sauvages dans leur lit. Et après? Le vent tourna après le coucher du soleil. Robert le sentit en premier, pas dans les arbres, mais dans ses tripes. Une tension, le calme avant quelque chose de tranchant. Il se leva du lit de camp et vérifia les pièges. 3 étaient déclenchés. Aucun bruit, aucun avertissement, mais quelqu'un était passé. Soigneusement, délibérément. Il retourna à la cabane et ouvrit la porte sans un mot. Annabeth leva les yeux du feu, les yeux écarquillés. « Ils sont là » demanda-t-elle. Robert acquiesça une fois. « Reste à l'intérieur » dit-il en enfilant son vieux manteau. Pas de lumière, pas de bruit. Elle se leva. « Je peux aider. J'ai besoin que tu sois vivante plus que j'ai besoin d'aide. » Puis il disparut. Fondu dans les bois comme une ombre glissant entre les branches. 3 hommes se déplaçaient dans la forêt avec des couteaux de chasse et une corde.
L'un avait une cicatrice sur la joue, un autre boitait. Le troisième portait une bouteille de kérosène dans une main et un nœud coulant dans l'autre. Robert prit les hauteurs, accroupi parmi les racines de pin, observant. Les hommes chuchotaient en rampant vers l'abri reconstruit, riant à voix basse. « Je parie qu'elle est jolie quand elle supplie. Encore mieux si elle est à moitié morte. Plus facile à pendre. » Robert se déplaça rapidement. Il atterrit derrière le dernier et frappa fort. Coup de coude à la gorge, pression sur le poignet, juste assez pour l'assommer. Le deuxième se retourna, attrapa un coup de poing en pleine mâchoire avant de pouvoir lever son arme. Mais le troisième vit le mouvement et cria, dégainant un revolver. Des coups de feu crépitèrent à travers les arbres. De retour à la cabane, Annabeth les entendit. Elle se figea, puis attrapa la lanterne à huile, le silex, et une idée désespérée. Dehors, Robert se battait comme un homme qui détestait la violence, mais la comprenait trop bien. Il esquiva, roula, frappa, mais ils étaient plus rapides maintenant. 2 contre 1, les lames étincelaient. Puis vint la lumière. Pas de la lune, des arbres. Les flammes rugirent à travers les broussailles sèches en une soudaine explosion d'or. Le feu qu'Annabeth avait allumé sauta de buisson en branche, dévorant tout sur son passage. La chaleur déferla sur la forêt comme le souffle de l'enfer lui-même. Les assaillants se retournèrent, criant, aveuglés par la fumée. Robert utilisa l'instant, frappant vite, brisant la jambe de l'un, traînant l'autre dans la poussière avant de fuir. Il courut vers la lueur, vers le danger, parce que c'était là qu'elle était. Annabeth se tenait près de la base d'une crête, sa robe brûlée sur les bords, ses cheveux trempés de sueur, tenant un bâton enflammé comme une épée. Elle toussa une fois, les yeux cherchants. Quand Robert l'atteignit, il ne parla pas, lui attrapa juste le bras et la tira vers le sentier du ravin. Ils coururent ensemble, à moitié étouffés, à moitié brûlés, jusqu'à atteindre l'entrée d'une vieille grotte nichée au fond de la paroi du canyon, un endroit que Robert utilisait autrefois pendant les patrouilles d'hiver. À l'intérieur, l'air était frais, sûr, mais à peine. Robert s'effondra le premier, puis la tira à côté de lui. Ils restèrent là dans le noir, respirant fort, la peau marquée de suie et de cendre. Elle grimaça quand il écarta doucement les cheveux de son visage. Une longue mèche avait brûlé aux extrémités, racornie en une boucle cassante. « Tu as mis le feu à la forêt, dit-il, avec presque un sourire dans la voix. Juste un peu brocaté-elle. Tu aurais pu mourir. » Elle croisa son regard. « Je sais. » Il s'arrêta, ses doigts toujours emmêlés dans les restes de ses cheveux. « Serais-tu morte pour moi ?» Annabeth déglutit, la question brisant quelque chose. « Non, murmura-t-elle. Je veux vivre pour toi. » La grotte devint silencieuse à part leur souffle et le crépitement lointain du pain qui brûlait. Mais à l'intérieur d'eux, quelque chose de plus profond avait pris feu, et de celui-ci, ils ne fuiraient pas. La ville de Dustwater était le genre d'endroit où les ombres se déplaçaient plus vite que les commérages. Robert n'avait pas parcouru ces rues depuis des années, depuis la guerre, depuis la fumée et les cris. Mais maintenant, il se tenait au fond d'un comptoir commercial bondé, le visage sous un chapeau à large bord, écoutant. Clayton Raditch arrive, d'ici la fin de la semaine, dit un homme par-dessus un tonneau de sucré de haricots secs. Il a affaire avec le maire, ou peut-être quelque chose de plus personnel. Personnel, comme la chasse aux primes, marmonna un autre. Robert se raidit. Il tourna les talons et sortit, la cloche au-dessus de la porte tintant derrière lui. En bas de la colline, à la lisière de la ville, Annabeth attendait dans une charrette qu'ils avaient empruntée à un fermier. Sa capuche était baissée, mais ses yeux scrutaient chaque cavalier, chaque éclat d'argent sur une ceinture. Quand Robert s'approcha, elle parla sans le regarder. « Tu as entendu son nom ?»« Oui. C'est lui. » Elle plongea la main dans son sac et en sortit le morceau de cuir tanné brûlé, à moitié calciné, noirci au coin. Il avait été cloué sur la porte du vieux poste de signalisation quand Robert l'avait trouvé pendu. Il portait un seul mot, gravé au fer rouge, Amant Apache. Robert avait toujours pensé que les marques de brûlure étaient des symboles de haine aléatoires, pas une écriture. Mais maintenant, sous la lumière du soleil, Annabeth passa ses doigts le long des bords. L'angle du A, la façon dont le P descend en dessous de la ligne. Ça a été marqué à la main, pas avec un tampon. Et tu le reconnais. Annabeth acquiesça. Raditch écrivait souvent des lettres à mon père.
Des menaces, des avertissements, des offres. Ils partageaient une haine commune. La seule différence, c'est que mon père utilisait l'or. Radić utilisait le feu. Des lettres à ton père et une à Toa. Sa voix se cassa. Robert resta silencieux. Il a menacé de pendre Toa aux portes de la ville, l'a traité de voleur à la peau de boue. Il écrivait tout cela dans une cursive tordue, exactement comme ça. Elle montra de nouveau le cuir. Ses mains ne tremblaient plus. Robert le prit et fixa le mot brûlé. Il ne nous chasse pas seulement, dit-il. Il chasse la mémoire. Il veut que tous ceux qui ont aimé un Apache souffrent, murmura Annabeth. Il veut que le monde oublie que des gens comme Toa ont existé. Alors nous devons le leur rappeler. Robert n'avait pas d'insigne, pas d'armée, pas d'alliés. Mais il avait une vérité et un feu intérieur qui n'avaient pas brûlé depuis 15 ans. Ils établirent leur camp près des contreforts de Dustwater. Robert échafauda un plan construit non pas sur des balles, mais sur des preuves. Cette nuit-là, ils visitèrent les registres de l'église en ville, la vieille salle paroissiale derrière la chapelle où étaient stockées les donations et les lettres. Annabeth se souvint d'une lettre que son père avait brûlée après l'avoir lue, une lettre de Radić mettant en garde contre le déshonneur de sa fille. Elle était toujours là, la copie à moitié calcinée. L'église avait exigé des documents quand son père avait fait don de terre pour une exonération fiscale. Cette lettre contenait la menace, l'insulte et l'écriture manuscrite indubitable. Robert la prit et la rangea soigneusement. Ensuite, ils se rendirent à la vieille cabane du Marshal. Le nouveau adjoint était jeune, mais il écouta. Robert déposa le morceau de cuir marqué au fer, la lettre de Radić, et lui raconta tout, sans trembler, sans demander de confiance. « Nous ne sommes pas là pour pendre qui que ce soit, dit Robert. Nous sommes là pour vous montrer la corde. » L'adjoint regarda tour à tour les deux, puis acquiesça. Radić arrive vendredi. Il rassemble des hommes. Mais si c'est vrai, les gens devraient savoir qui ils laissent entrer chez eux. Annabeth s'avança. Je n'ai pas besoin qu'ils m'aiment. J'ai juste besoin qu'ils me voient comme une personne, pas comme une leçon. Robert la regarda, une lueur de fierté dans la poitrine. Ils n'étaient plus des fugitifs. Ils étaient des témoins. Le combat n'était pas fini, mais le silence, si. Dustwater n'avait pas vu une telle foule depuis des années. Les habitants s'étaient rassemblés près des marches du palais de justice, non pas parce qu'on le leur avait ordonné, mais parce qu'ils étaient curieux. Des rumeurs avaient couru toute la semaine, un homme des montagnes, une femme traîtresse, et un fantôme de guerre revenant remuer de vieilles cendres. Robert Boone se tenait sous le soleil de midi, la sueur perlant sur son front, mais sa voix ne faiblit pas. Devant lui siégeait le maire Hall, le modérateur réticent de la ville, et à côté du maire, un petit groupe d'anciens et d'adjoints qui faisaient semblant de ne pas serrer trop fort les accoudoirs de leurs chaises. J'ai ici, commença Robert en brandissant une liasse, une lettre écrite par Clayton Radić à William Collet, accusant sa propre fille de déshonneur, appelant à la mort de l'homme qu'elle aimait. Un murmure parcourut la foule. Robert posa la lettre sur la table, puis montra un morceau de cuir brûlé. Et ceci, cloué sur une cabane où cette même fille a été laissée pour morte. Marqué au fer, à la main. La même écriture, la même insulte. Il parcourut l'assistance du regard. Beaucoup évitèrent son regard. Quelques-uns, non. Vint ensuite la photographie. Robert la sortit de la poche de son manteau. Une image granuleuse datant de la guerre. Noir et blanc, taché par le temps. Elle montrait une rangée de soldats devant un village apache en flammes. Un homme se tenait devant, grand, barbu, avec un revolver distinctif à long canon pendu à son côté. Cette arme, dit Robert en se tournant vers le panel, est unique. Une détente personnalisée, un chien à double action. Seulement 6 ont jamais été fabriqués pour les capitaines de campagne de la milice du Wyoming. L'une d'elles appartenait à Clayton Radić. Clayton se tenait sur le côté, les bras croisés. Il n'avait pas encore parlé. Maintenant, il le fit. C'est un cirque, aboya Teil. Ce sont des histoires de guerre. Des accusations d'un reclus et d'une femme qui a trahi son propre sang. Quelqu'un dans la foule marmonna son approbation. La voix de Radić s'éleva. Nous parlons de gens qui ont frayé avec des meurtriers, qui ont accueilli des sauvages dans leur lit. Et après?